Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Annick Giguère, je suis professeure au département de médecine familiale et médecine d'urgence de l'Université Laval. Je suis aussi chercheuse à Vitam et au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Je m'adresse à vous comme responsable d'un projet de recherche, le projet Implantation et évaluation du programme Vieillir en santé dans les résidences privées pour aînés. Cette courte formation s'adresse aux intervenants et intervenantes des résidences privées pour aînés. La formation est en deux parties. Dans cette première partie, je vais vous décrire le programme d'éducation à la santé Vieillir en santé. Avant de commencer, je veux vous déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt dans cette formation. À la fin de cette formation, vous devriez être en mesure d'expliquer la raison d'être du programme, de le localiser sur Internet dans son format imprimé ou à la résidence, de vous repérer et de naviguer dans les différentes parties du programme, et d'accompagner les personnes lors de leur exploration du programme, et finalement de démontrer aux personnes comment accéder à une ressource pour mettre en œuvre une nouvelle habitude de vie. Le programme existe pour tenter d'aider les gens à éviter ou retarder la perte d'autonomie parce que en vieillissant, on est plus exposé à certains facteurs de risque de perte d'autonomie comme une diminution de l'activité physique, la dépression, l'anxiété, l'insomnie, l'isolement ou la solitude et les maladies. Ces facteurs peuvent mener à une diminution de la vigueur, de la mobilité, à un déclin cognitif et éventuellement mener à une perte d'autonomie qui va entraîner une diminution de la qualité de vie. La recherche nous donne beaucoup d'informations sur les manières de prévenir la perte d'autonomie. D'abord, c'est reconnu que de détecter tôt les risques de perte d'autonomie permet de prévenir. Ensuite, on peut s'informer sur les habitudes de vie pour vieillir en santé, pour tenter de changer certaines habitudes qui pourraient nous entraîner vers une perte d'autonomie. Et finalement, on doit s'informer des ressources disponibles dans notre environnement pour favoriser des changements aux habitudes de vie. Par exemple, ça peut être l'environnement social, physique, comme dans la RPA et à proximité de la RPA. Et finalement, ces changements-là vont pouvoir ces changements d'habitude vont pouvoir amener une diminution de la perte d'autonomie. Donc, c'est pour répondre à ces besoins qu'on a conçu le programme Vieillir en santé. C'est pour chaque aspect de l'autonomie de la personne, le programme présente systématiquement toutes les options qui ont fait leurs preuves pour maintenir notre indépendance en vieillissant. Il est conçu aussi pour nous aider à clarifier nos priorités et prendre des décisions éclairées sur les habitudes qui nous conviennent, nous. Donc, permettre de choisir des habitudes qui sont adaptées à nos propres priorités. Le programme peut se trouver sur Internet et les personnes qui ont décidé de participer à notre étude vont recevoir le lien par courriel. Le programme se trouve aussi en format imprimé et les personnes participantes qui le demandent vont le recevoir par courrier postal. Pour les intervenants et intervenantes, le programme est disponible auprès de la responsable locale ou du responsable local. Donc, si vous ne savez pas de qui il s'agit, vous pouvez nous contacter. Vous avez les liens pour nous contacter ici. Vous les avez aussi sur Internet. Donc, normalement, la personne, le responsable local de votre RPA, c'est la personne qui a organisé, qui vous a donné accès à la formation que vous suivez actuellement. Décrivons maintenant un peu mieux le programme. Le programme présente des informations sur 7 aspects de la santé qui favorisent l'autonomie et l'indépendance. La mémoire et l'attention, la vie sociale, la vigueur et la mobilité, l'alimentation, l'humeur, les capacités à gérer la santé de nous-mêmes ou les auto-soins et le sommeil. Certaines des habitudes des gens contribuent déjà à leur santé et il faut quand même tenir compte de ça quand on interagit avec eux. Il y a des gens qui font déjà beaucoup d'actions qui leur permettent de maintenir leur autonomie. Mais l'objectif, c'est de mieux connaître toutes les facettes, puis que les gens ainsi peuvent surveiller ces aspects de leur santé. Parce que on sait que les gens ne connaissent pas bien tous les facteurs qui peuvent entraîner une perte d'autonomie. Pour vous approprier un peu le programme, je vais vous présenter un exemple d'un aspect de la santé. Mais ensuite, sachez que le programme est structuré de la même manière pour toutes les facettes de la santé. Donc, on va regarder d'abord la mémoire et l'attention.
C'est un aspect de la santé qui préoccupe beaucoup les personnes aînées. Les gens ont beaucoup de craintes face à la perte de la mémoire. Et on va regarder comment le programme, le style d'information qui est présenté dans le programme par rapport à cet aspect-là. Donc, dans le programme, on présente différentes options pour maintenir les capacités mentales. Donc, l'activité physique adaptée aux personnes aînées, la méditation, les activités corps-esprit, l'exercice de mémoire et de concentration, les activités pour créer des liens sociaux, l'art-thérapie, la participation à un projet de recherche et il y a toujours l'option qu'on présente de surveillance active, donc surveiller les capacités mentales sans faire de changement. C'est quand même une particularité du programme de présenter toujours la surveillance active. On va voir qu'est-ce que ça peut représenter, mais en général, c'est que les gens, ils peuvent décider de ne pas adopter une nouvelle habitude de vie, d'attendre. C'est correct aussi, tu sais, c'est pas obligatoire qu'ils décident de faire des changements, mais au moins qu'ils s'informent, qu'ils savent qu'est-ce qui existe, ça peut les aider pour plus tard. Donc, le programme va présenter pour chacune de ces options-là les avantages et inconvénients. Si on prend par un exemple d'une des options qui est présentée pour le maintien des capacités mentales, l'exercice de mémoire et de concentration, le programme va décrire un peu qu'est-ce que ça représente. Il ne va pas juste parler d'exercices de mémoire et de concentration, il va avoir une description et ce qu'on dit dans le programme, c'est que les exercices consistent en des activités, des jeux stimulants comme la lecture, les mots croisés, les sudokus. Ils peuvent être réalisés de façon individuelle, en groupe ou sous supervision professionnelle. Et ils peuvent se faire sur papier, sur Internet, dans des applications qu'on peut télécharger sur une tablette ou un cellulaire. Ensuite, ce qu'on explique, c'est les avantages et inconvénients de faire des exercices de mémoire. Il a été démontré que l'exercice de mémoire et de concentration va permettre, chez une proportion de personnes, d'améliorer les capacités mentales et d'améliorer la qualité de vie. Et au niveau des inconvénients, il y a certaines personnes pour qui faire ces exercices-là va causer un peu de stress, soit parce qu'ils veulent bien performer ou à cause qu'ils ont un stress avec des technologies si on leur présente des exercices qui sont sur Internet. Aussi, si les gens choisissent d'accéder à ces exercices-là par le biais d'un professionnel ou dans un groupe, il peut y avoir des coûts à prévoir. On va regarder maintenant les avantages et inconvénients à surveiller nos capacités mentales sans faire de changement. Donc, d'abord, au plan des avantages, on va éviter de faire des efforts sachant que les résultats sont incertains. On va prendre la chance que les capacités mentales s'améliorent d'elles-mêmes. Et on va limiter les inconvénients associés aux options disponibles. Par contre, au plan des inconvénients, on va diminuer nos chances d'améliorer nos capacités mentales et on peut augmenter un sentiment d'impuissance face à une diminution de nos capacités mentales. Le programme offre aussi des informations sur les manières de mettre en œuvre de nouvelles habitudes. D'abord, il va donner des ressources disponibles sur Internet. Il va aussi toujours donner un lien vers le 2 à 1 parce que le 2 à 1, c'est un service qui est méconnu et on a établi un partenariat avec eux pour les aider à en faire la promotion. Le 2 à 1, c'est un service gratuit qui est disponible sur le téléphone en composant 2 à 1 partout au Canada. Et pour certaines régions comme la région de Québec et Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches, on a accès aussi via le Internet à un super service pour trouver des ressources communautaires. On donne aussi un lien vers les services de santé parce que il peut y avoir certaines personnes chez qui les informations qu'ils vont avoir recueillies, ça va leur causer des inquiétudes, puis ils vont vouloir aller plus loin avec un professionnel. Donc, on leur donne des liens pour accéder facilement à un professionnel. Les liens que les gens connaissent moins, les personnes aînées, des fois, ils connaissent pas le guichet d'accès GAP, ni les pharmacies communautaires. Donc, c'est intéressant pour eux d'avoir des liens vers ces services-là. Maintenant, il pourrait y avoir d'autres ressources dans la RPA que vous pourrez être en mesure de leur proposer.
Si on regarde les ressources proposées pour faire des jeux de mémoire et de concentration qui sont vraiment disponibles actuellement dans le programme, donc on a un lien d'abord que les gens peuvent cliquer pour trouver des jeux de mémoire pour aînés sur Internet. Ensuite, on donne un lien vers la zone AVA, qui est un site géré par la FADA, qui a été développé avec des personnes aînées pour répondre à leurs besoins en matière de vieillissement actif. Il y a beaucoup de ressources là-dessus. On donne aussi un lien vers l'Association québécoise des neuropsychologues, car il y a certains neuropsychologues qui offrent des services pour faire des jeux de mémoire. Et il y a un lien aussi pour trouver des cliniques, faire des exercices cognitifs proches de chez vous, des personnes qui offrent des services pour faire des exercices cognitifs. Donc, vous voyez le 2-1 puis le 8-1 qui est toujours là. Dans toutes les options que les gens peuvent choisir, on a toujours le 2-1 et le 8-1. Donc, le programme, un bilan, là, le programme Vieillir en santé présente un résumé de la littérature scientifique sur chacun des aspects de la santé. Mais sa particularité, c'est pas de donner juste de l'information, c'est aussi qu'il aide à faire des choix qui vont respecter les priorités en présentant toutes les options à la personne. Puis on lui donne même l'option de ne rien faire comme changement. Et ça, c'est un petit peu différent de qu'est-ce qu'on a comme message d'habitude. Mais on pense qu'il faut accorder aux gens leur autonomie décisionnelle. C'est eux qui peuvent décider c'est quoi qu'ils ont envie de faire. Puis c'est sûr que si on leur propose des choses qui les intéressent pas, ils vont pas persister dans leur envie de changer leurs habitudes. Fait que c'est vraiment une bonne stratégie que ce soit les gens qui choisissent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent aborder cet aspect de la santé. Donc, seule la personne concernée peut juger de ses valeurs, de ses préférences, des avantages et des inconvénients qui sont importants pour elle. On va voir maintenant un peu comment la structure du programme et comment le programme est monté. Donc, la personne aînée peut accéder directement à n'importe quel des aspects de la santé. Si elle décide d'aller plus loin avec un de ces aspects-là, ensuite, le programme va proposer différentes options. Puis une fois que la personne va avoir regardé toutes les options, on va lui demander de faire un choix ou plusieurs choix d'habitudes de vie qui l'intéressent. Une fois qu'elle va avoir fait ce choix-là, on va lui donner un bilan de son parcours dans le site avec la liste des habitudes, des ressources pour adopter une habitude. Donc, c'est sûr que ça se fait un aspect de la santé à la fois, mais la personne, elle peut en regarder plusieurs. Il y a une autre manière de naviguer dans le programme, c'est de commencer par l'auto-évaluation. Cette auto-évaluation-là, ça a été développé par mon équipe et c'est une auto-évaluation, donc c'est pas supposé être fait par les professionnels de la santé, mais les questions qu'on pose, ce sont des questions qui sont issues des questionnaires validés pour la recherche pour la santé. Donc, le questionnaire d'auto-repérage pour vieillir en santé est disponible directement là, dans le site Internet. Il comporte 21 questions pour chacun des domaines. Il y a 2 domaines de plus qui ne sont pas couverts dans les informations qu'on offre, soit l'usage des médicaments et la communication, donc les risques que la personne peut avoir si elle entend mal ou elle voit mal. Donc, les exemples de questions, on peut leur demander, est-ce que vous ressentez une baisse d'énergie depuis 6 mois? À quel point vous sentez-vous isolé des autres? Ça, c'est des questions qui touchent plus à l'isolement et à la vie sociale. Donc, voilà, ce programme-là, une fois que la personne va l'avoir complété, ça va l'amener vers les aspects de la santé où est-ce qu'elle est à risque. On va lui indiquer clairement, ici, vous êtes à risque, donc vous pouvez aller voir les ressources du programme. Nos études qu'on a conduites jusqu'à maintenant montrent que c'est quand même une très bonne stratégie, que les gens aiment faire cet exercice-là. Ils se sentent intéressés par l'information qu'on leur offre. Il y a pas nécessairement, on n'a pas trouvé de risque à utiliser ce questionnaire. Donc maintenant, votre rôle d'intervenant avec les personnes aînées, on estime que vous allez peut-être juste leur donner accès ou les aider à naviguer, mais peut-être qu'ils vont vouloir parler avec vous de qu'est-ce qu'ils ont lu. Puis, parce que lorsqu'une
décisions sur la santé préoccupent les personnes, elles vont des fois discuter avec leurs proches, leurs amis, mais il se peut qu'elles s'adressent à vous. Puis, vous pouvez aussi les conseiller quand le choix est difficile. Donc, ce processus-là se nomme la décision partagée parce qu'on encourage alors les gens à exprimer leurs préoccupations, les préférences, leurs priorités. Puis comme ça, l'intervenant peut prendre en compte les besoins de la personne concernant les différentes options, les préoccupations et les avantages et inconvénients. Donc, pour vous, pour accompagner les gens, c'est important que vous sachiez qu'il n'y a pas de mauvaise décision, de soutenir les gens dans leur démarche, tout simplement. Donc, dans un contexte de décision partagée, on dit qu'il y a deux experts qui prennent part à la conversation parce que l'intervenant a beaucoup d'expérience, une expertise des soins et services, il connaît les options, les ressources. Mais par contre, de l'autre côté, le patient connaît bien ses priorités. C'est les patients ou disons la personne connaît ses valeurs, ses préférences. Elle a aussi une bonne connaissance de sa propre santé, de son expérience de vie, de ses ressources. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on pense que c'est à travers un dialogue comme celui-là qu'il va avoir les meilleures décisions de santé. Comment s'y prendre? Bien, vous pouvez vous informer des bonnes habitudes que les personnes adoptent déjà, les soutenir pour les aider à prioriser les habitudes les plus importantes pour elles et aider la personne à mettre en place les changements et les habitudes qu'elles auront choisies. C'est pas recommandé faut éviter de placer les gens en situation d'échec ou de les infantiliser en leur disant « Oh, vous devriez faire plus d'exercice, vous devriez manger mieux. » Parce que les personnes aînées sont les seules qui peuvent choisir ce qui est bon pour elles. Donc, les personnes sont par contre responsables de nous partager des informations essentielles sur leur situation, leurs préoccupations, leurs questions, poser des questions et dire qu'est-ce qu'elles comprennent pas. Puis, on peut les encourager à nous partager ces informations-là pour les soutenir. Donc, les stratégies qui vont permettre à la personne de clarifier ses priorités, d'abord, c'est de connaître les 7 aspects pour favoriser la santé, favoriser l'autonomie. Savoir connaître le questionnaire d'auto-évaluation qui va leur permettre de surveiller leur santé. Les aider à faire un choix, qu'elles puissent discuter de leur choix avec les proches ou avec les intervenants et qu'elles connaissent les ressources pour mettre en œuvre leur choix. Donc, j'espère que cette présentation va permettre d'être plus clair sur le programme et permettre à l'intervenant ou à l'intervenante que vous êtes de mieux conseiller les personnes aînées pour qu'au final, elles puissent vieillir en santé en gardant leur indépendance le plus longtemps possible. Merci beaucoup de votre attention.